avec mes deux compères du soir, Mathis et Maxime, toujours chaud, toujours en forme les amis? Toujours là. Évidemment. Évidemment. Je vais finir, je l'ai un peu dit en off là, pendant la musique, mais du coup j'ai fait exprès, je finirai l'émission par une note de basket pour toi Mathis. Ça en manquait un peu quand même. Ça en manquait un peu, mais bon, c'est pas grave, moi j'en ai aussi dans mes petites news. Les news qui démarrent juste après ton jingle. Vous n'avez pas tout suivi des dernières actus sportives? Pas de problème, les news du Campus Sport Club sont là pour vous servir. Et des news que tu vas démarrer par la triste et très mauvaise nouvelle de la semaine. Ouais, exactement. Le monde du sport est en deuil. Devenu l'homme le plus rapide du monde sur marathon le 8 octobre dernier, le Kényan Kelvin Kiptum, âgé de 24 ans, est décédé dimanche dans un accident de la route qui a également emporté son coach, comme l'a annoncé la presse kenyane. Plusieurs médias kenyans, dont le Serious Hit Nation, ont annoncé la mort du recordman du monde du marathon à 23h dimanche. Une Toyota Premio conduite par l'athlète de tout juste 24 ans a quitté la route qui rallie Eldoret à Katpagat au Kenya dans la vallée du Rift, sa région d'origine où il vivait et s'entraînait. L'athlète était marié et père de 2 enfants. À bord du véhicule, en plus de Kiptum, se trouvaient 2 passagers, donc identifiés comme étant son entraîneur, le Rwandais Gervais Akizaman, ainsi qu'une femme, Sharon Kokze. Si cette dernière a pu sortir gravement blessée mais vivante de l'accident, les 2 hommes sont eux malheureusement décédés. Selon le commandement de police du district d'Elego Marakwet, Kiptum aurait perdu le contrôle de son véhicule qui a quitté la route, atterrissant dans un fossé 60 mètres plus loin. Avant de heurter un gros arbre, le véhicule était fortement endommagé. Côté athlète et côté performance, Kiptum avait fait une éruption tonitruante dans le monde du marathon en battant à Chicago en octobre dernier le record du monde avec une marque à 2h et 35 secondes, détenue jusque-là par la légende de la discipline, son compatriote Kipchoge, pour le 3e marathon de sa carrière seulement du côté de Kiptum. Il avait également remporté les 2 précédents à Valence en 2022 et Londres en 2023, et donc le phénomène kényan avait même annoncé qu'il allait tenter de devenir le premier homme à courir un marathon officiel sous la barre symbolique des 2 heures à Rotterdam, prévue le 14 avril. Quel est votre ressenti tout simplement sur cette horrible catastrophe, déjà à quelques mois des JO, mais même pour l'humain de 24 ans? C'est assez rare, surtout dans le sport, qu'un jeune qui crée mais la sensation, enfin quand il établit ces 2 marques, parce que sur son 2e marathon, la marque qu'il établit, il est déjà à une quarantaine de secondes, une trentaine de secondes du record. On a du mal à croire qu'il a 23 ans et que c'est son 2e marathon. Et là, le battre juste après, battre le record, et surtout d'une facilité avec 40 secondes d'avance, de se dire il est plus qu'à 35 secondes des 2 heures et moins. Et finalement, décédé quelques mois après, c'est vraiment une sensation aussi de frustration de pas voir ce qu'il avait à nous livrer, parce qu'à 24 ans, enfin sur 10 ans, il aurait pu établir une marque. Je ne sais pas jusqu'où il aurait pu descendre. Mais... Ouais. Et puis même, enfin, c'était le gars que tout le monde attendait à Paris pour le marathon, pour les JO. Enfin, c'était le grand favori. Personne n'était là et il aurait battu. Ça se trouve que ça arrivera, hein, mais il aurait battu la marque des 2 heures en marathon au JO de Paris, mais ça aurait été mais monstrueux. Alors peut-être que je souhaite que ça arrivera et justement que ça rendra peut-être un bel hommage à ce coureur-là. Mais voilà, ça aurait été juste fantastique de voir ce mec-là au bout de son 5e ou 6e marathon officiel passer sous les 2 heures et gagner une médaille d'or olympique à Paris. Et malheureusement, la vie est faite comme ça et c'est terrible, mais ça m'a donné l'idée d'un potentiel hors-série pour plus tard, pour cette saison-là, mais un truc consacré aux exploits de différentes manières. Je me dis que lui, en tout cas, aura un bon moment dédié, parce que c'est assez exceptionnel ce qu'il avait réalisé et qu'il ne pourra pas malheureusement poursuivre. Ouais, clairement. On rentre en France, direction le 93. La future gestion du Stade de France, à compter du 1er juillet 2025, a récemment connu une évolution notable dans son processus. L'État français, selon les informations de l'équipe, a écarté l'idée de vendre l'enceinte de Saint-Denis. Le dossier de rachat porté par le groupement Stade de France, Notre Bien Commun, n'aurait pas répondu à toutes les attentes juridiques désirées par les services de l'État, et notamment Fininfra, la mission d'appui au financement des infrastructures du ministère des Finances. Cette décision sous-entend donc que la seule solution, à date et sauf revirement de tendance, est l'attribution d'une nouvelle concession. 2 candidats avaient déposé une offre le 3 janvier dernier. Le consortium Vinci Bouygues, le détenteur de la concession actuelle, et le duo JL Events Paris Entertainment Company.
En Arabie Saoudite, à présent, Karim Benzema n'a pas été retenu par son coach Marcelo Gallardo pour disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions asiatiques. Alors qu'Al Ittihad s'apprête à affronter le Navabaor Namanian jeudi en huitièmes de finale de la Ligue des champions de la Confédération asiatique, Karim Benzema n'a finalement pas été retenu par son coach pour disputer la compétition. Selon les informations du journal sportif espagnol AS, le Français ne fait pas partie du groupe pour le voyage en Ouzbékistan en raison des restrictions imposées aux joueurs étrangers dans la compétition. Le club de l'AFC ne peuvent en effet sélectionner que 5 joueurs étrangers pour leur match de Ligue des Champions. Gallardo a alors opté pour le défenseur central égyptien Ahmed Hegazi, les milieux de terrain N'Golo Kanté et Fabinho, et les attaquants Romarinho et Abderrazak Hamdallah pour disputer cette rencontre. Benzema ne serait pas dans la liste à cause également d'un manque de rythme dû à son absence lors de la pré-saison. Est-ce que ça sentirait pas de plus en plus la fin de l'aventure saoudienne pour Karim Benzema? Bah, c'est dur à dire parce qu'on en sait trop peu sur ce championnat, en fait, pour savoir si ça va être juste une tendance ou si ça va perdurer dans le temps. Moi, je pense que là, on a franchi un cap et que si ça aurait été en Europe, c'était une certitude que voilà, il rejouerait pas du tout de la saison et qu'il serait placé sur le marché des transferts à la fin de l'année. Là, c'est en Arabie Saoudite, on sait rien de ce championnat ou très peu. Ça se trouve, il y a un des 5 devant lui qui va se blesser longuement et du coup, bah hop, il va refaire éruption dans le groupe. Premier match, hop, il va claquer 1 ou 2 buts et c'est bon, c'est reparti. Mais voilà, cet hiver, on parlait beaucoup d'un prêt. Il y avait pas mal de clubs qui étaient intéressés. Je crois que Lyon, il y avait eu des contacts entre Lyon et Karim, mais c'était compliqué. Il y avait des gros clubs anglais. Je crois que Arsenal était intéressé au bout d'un moment et que même il y avait Chelsea, etc., qui voulaient le récupérer. Mais voilà, au final, ça s'est pas fait. Après, quel est le meilleur choix pour lui? Faudra voir comment ça évolue. On en sait aujourd'hui trop peu sur ce championnat-là pour dire si ce sera durable ou si c'est juste une tendance, je pense, personnellement. Direction l'Espagne maintenant avec l'Espagnol Ricky Rubio, forfait lors de la Coupe du Monde de basket 2023 et éloigné des parquets de NBA depuis août pour prendre soin de sa santé mentale, qui a été convoqué en sélection nationale pour les matchs de qualification à l'Euro 2025 qui auront lieu fin février. C'est une excellente nouvelle pour le monde du sport, a précisé Elisa Aguilar, la présidente de la Fédération espagnole de basket. Éloigné des parquets donc depuis août dernier pour prendre soin de sa santé mentale, Rubio a été sélectionné pour jouer avec l'Espagne 2 matchs qui auront lieu à la fin du mois pour les qualifications du prochain Eurobasket 2025 contre la Lettonie le 22 février, contre la Belgique le 25. Forfait, donc je vous le disais, lors de la Coupe du Monde 2023, le meneur aux 157 sélections pourrait ainsi retrouver le chemin de la compétition. À 33 ans, Rubio avait rompu son contrat NBA avec Cleveland en janvier. Il y a 2 semaines, il avait annoncé son retour à l'entraînement avec son ancien club légendaire du FC Barcelone. Après plusieurs semaines de réflexion et de travail sur ma santé mentale et mon corps, j'ai la force et le désir de voir comment je me sens avec un ballon entre mes mains, avait posté sur ses réseaux sociaux le MVP quand même de la Coupe du Monde 2019 remportée par l'Espagne. Un petit point audience télé à présent, plus de 123 millions de personnes étaient devant leur écran dimanche soir pour regarder la finale du Super Bowl aux États-Unis. Un nouveau record pour cet événement a annoncé le réseau CBS qui revendique la plus grosse audience jamais atteinte par un seul réseau. La couverture par CBS Sport du 58e Super Bowl a été la plus regardée de l'histoire avec une audience totale de 123,4 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes, a indiqué dans un communiqué CBS Sports en disant se baser sur les mesures d'audience de la société Nielsen. Pour information, l'année précédente, c'était déjà le record avec 115,1 millions de téléspectateurs, soit quand même une hausse notable de 7% pour l'édition qui a eu lieu dimanche. Et enfin, pour conclure, place au rugby. Selon la BBC, la fédération écossaise aurait, dans un courrier adressé à World Rugby, manifesté sa vive incompréhension à la suite de la défaite de ses joueurs face à la France 16-20 sur une décision d'arbitrage dans l'ultime minute du temps réglementaire samedi dernier à Murrayfield. Selon la sélection écossaise, l'intégrité du tournoi à destination a été bafouée par le revirement du corps arbitral, notamment par la décision de l'arbitre central Nick Berry de ne pas accorder l'essai aux 15 du Chardon en toute fin de rencontre. Pour vous expliquer le contexte, dans un premier temps, Berry avait refusé d'accorder l'essai au deuxième ligne écossais Sam Skinner, mais lors du visionnage des images par la cellule du TMO, l'arbitre assistant Brian McNeice lui avait signalé que le ballon avait en fait été aplati dans l'embut des Français, avant finalement de se rétracter et de se rallier à la décision initiale de Berry. Pour vous, comment est-ce que vous avez vécu déjà, peut-être en tant que supporter, cette décision litigieuse, mais avec un peu plus de recul et objectivement, comment est-ce que vous analysez cette décision ?
Déjà dans le rugby, depuis un an et donc depuis les épisodes Coupe du Monde, ça commence à devenir les erreurs arbitrales, ça commence à être de plus en plus répété. Hein. C'est comme au foot, hein, c'est pareil. Mais non, mais là, pour le coup, je pense pas que ce soit une erreur, parce que j'ai regardé après et tout ça. La balle, déjà, on n'a pas en fait de ce qui rend la décision valable de l'arbitre, c'est qu'on n'a pas d'image claire sur le fait que le ballon soit aplati au sol, parce que on sait qu'il y a des joueurs en dessous. Et on sait pas s'il y a pas genre une partie du ballon qui est genre sur un bout de bras d'un Français ou un truc comme ça. Voilà. Et la décision, c'est que comme au foot d'ailleurs, c'est si on n'a pas d'image claire, c'est la décision de l'arbitre central qui prévaut. Et dans ces cas-là, l'arbitre central avait dit qu'il n'y avait pas essai, mais qu'il n'y a pas essai. Donc même si nous, ça nous arrange forcément en tant que supporter français, on est content. Mais voilà, les règles sont les règles. Et là, pour le coup, pour moi, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage. C'est juste un manque technologique, bien sûr. Et on pourra, je pense, pas faire mieux que ce qu'on fait actuellement. En tout cas, pour moi, c'est pas une erreur d'arbitrage. Et tant mieux pour nous, tant pis pour les Écossais. Ce qui peut interroger, c'est quand même la décision de l'assistant vidéo qui lui, pour le coup, annonce que ça a été aplati. C'est aussi pour ça, je pense, le recours des Écossais. Enfin, en tout cas, la lettre. Si la vidéo dit, je te laisse, on suit le truc, j'arrive pas à déceler véritablement, je laisse en référer à ta décision qui était donc de ne pas accorder l'essai. On n'en parle plus. Je pense que les Écossais ont dit, nous, on n'est peut-être pas d'accord, mais on peut pas faire recours pour autant. Là, c'est le fait, qui est mésentente, qui est, sur les images. Là, c'est vrai. Mais là, quand je reviens, pardon, sur mes propos juste avant quand tu m'as laissé la main, mais je me suis trompé dans les mots. Je voulais dire que depuis un certain temps, il n'y avait pas de plus en plus d'erreurs arbitrales, mais de discussions arbitrales. Voilà. Parce qu'on peut aussi revenir sur plein d'événements de la Coupe du Monde qui sont pas forcément des erreurs selon le point de vue et selon les circonstances. Et je veux dire que dans le rugby, maintenant, j'ai l'impression que là, depuis 6 mois, en tout cas, on appuie bien sur l'arbitrage et les arbitres et on leur met bien la pression. Alors qu'avant, on était un peu plus, peut-être, je sais pas comment dire, pas laxiste, mais on laissait un peu plus le jeu, libre recours aux événements. Mais l'arbitre a toujours une place hyper respectée et importante, mais surtout avec cette notion de respect qui était, en tout cas moi c'est comme ça que quand j'ai découvert le sport, que la différence avec le foot, c'était vraiment le respect de l'arbitre. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a marqué. Alors non pas qu'il soit plus respecté, mais c'est vrai qu'on a tendance peut-être un petit peu plus à discuter ses décisions et que ça soit dans les journaux ou les gens en général. Puis la médiatisation de la Coupe du Monde en France a peut-être aussi poussé plus de gens à regarder les 6 nations, même si c'est déjà un événement beaucoup regardé. Peut-être que ça aussi inclut un nouveau cercle de personnes et ça fait de plus en plus discuter. Merci en tout cas Mathis pour cette chronique des news.